Bien, bonjour à tous. Alors, on va continuer sur notre lancée en théorie des ensembles. Donc, si vous vous souvenez, pour l'instant, on a vu plusieurs choses sur les ensembles. Donc, la première, c'était la définition d'un ensemble, d'accord? Alors, à ce sujet-là, on a vu la définition en extension. Donc ça, c'est la liste. Et alors, on a vu aussi dans la dernière vidéo la définition en compréhension. Donc, la définition en compréhension, ça, c'est quand on énonce une propriété partagée par tous les éléments. Alors, on a vu aussi différentes choses. On a également vu qu'est-ce que c'était que des sous-ensembles, d'accord? Donc on a vu qu'est-ce que ça voulait dire que S était contenu dans T, par exemple. On a vu aussi qu'est-ce que c'était que l'égalité. Donc ça, c'était quand est-ce que deux ensembles sont égaux. Donc souvenez-vous, en gros, c'est quand ils ont la même liste des éléments, si on est dans le cas d'une extension, et dans une définition en compréhension, c'est quand les propriétés qui sont utilisées sont équivalentes. Et on a également vu le concept de taille d'un ensemble, ok? Et on notait ça comme ça, d'accord? Bien. Alors, la fois dernière, je vous ai dit que la seule chose qui nous restait à faire, en fait, étant donné ça, c'est à partir d'ensembles plus petits, de les composer entre eux avec des opérateurs pour en faire des ensembles plus gros, au même titre que quand on travaillait avec des propositions, on avait des propositions relativement simples qu'on pouvait composer entre elles pour avoir des propositions plus complexes, d'accord? Ainsi, au même titre qu'avant on utilisait des opérateurs logiques pour composer des propositions, ben ici on va utiliser des opérateurs ensemblistes, d'accord? Bien, alors allons-y. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur des ensembles, d'accord? Alors, une première opération qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les parties d'un ensemble, d'accord? Alors vous allez voir que les parties d'un ensemble, c'est très 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 simple. C'est en fait les parties d'un ensemble, c'est simplement l'ensemble de tous ces sous-ensembles, d'accord? Donc si j'essaie de définir ça formellement, donc soit S un ensemble, les parties de S qu'on va noter, allez, comme ça. C'est pas une notation franchement standard ça, mais il n'y a pas de notation franchement standard pour les parties de S, donc on le note comme ça. Ok, donc soit S un ensemble, les parties de S, notez P ronde de S, c'est quoi? Sont définis comme quoi? Alors, on a dit que les parties de S, alors je vais utiliser une définition en compréhension pour enfoncer un peu le clou par rapport à la fois dernière. Donc en fait, c'est quoi les parties de S? Ça va être l'ensemble des T, qui sont des ensembles, d'accord? Des T tels que, on a dit c'était l'ensemble des sous-ensembles. Donc il faut que mes T, ils soient contenus dans S. D'accord? Et donc ça veut dire, en gros, c'est l'ensemble des ensembles qui sont des sous-ensembles. D'accord? Donc en fait, ça, c'est la même chose, du coup, que c'est l'ensemble des sous-ensembles de S. D'accord? Donc faisons un petit exemple. Alors, allons-y. Donc, premier exemple. Donc, alors, allons-y, disons que S, ça va être égal à l'ensemble A, B, C. Ah, saleté. Alors, comment est-ce qu'on définit les parties de S? Les parties de S, c'est égal, alors il ne faut pas en oublier, d'accord, ici. Donc ce que je vous propose de faire, c'est, on va d'abord énumérer les sous-ensembles de S. On va énumérer les sous-ensembles de S par ordre de taille, d'accord? Donc on pourrait se dire, commençons, d'accord, on va commencer par les singletons, d'accord? Les sous-ensembles qui sont de taille 1. Seulement si on fait ça, on risque d'en oublier un. Donc il faut savoir qu'il y a un ensemble particulier qu'on a vu qui est l'ensemble vide, d'accord? L'ensemble vide, c'est un sous-ensemble de S. Évidemment, l'ensemble vide est un sous-ensemble de S parce que, souvenez-vous, on dit que S, donc pour rappel, ici c'est, donc moi j'avais mis des T, hein. Ok, donc allons-y, T est contenu dans S si tous les éléments de T sont des éléments de S, d'accord? Alors, est-ce que tous les éléments du vide sont des éléments de S? Ben oui, vu que le vide n'a pas d'éléments. Donc forcément, tous ces éléments sont des éléments
de S. D'accord? Bien. Donc le vide, il ne faut jamais l'oublier dans les parties d'un ensemble, c'est une erreur qui est assez communément faite. D'accord? Alors ensuite, on va énumérer les ensembles, les sous-ensembles de S qui sont de taille 1. Donc ici, regardez bien la définition, hein. On travaille avec des ensembles, hein. Donc les parties de S, c'est un ensemble d'ensembles. D'accord? Et donc on va commencer par les sous-ensembles de taille 1. Donc on a le singleton avec A. C'est très important ici de noter les accolades, hein, mes loulous, parce que les parties de S, c'est un ensemble d'ensembles. D'accord? Je ferai une remarque à ce sujet-là juste après. D'accord? Alors allons-y, continuons. Donc on a d'autres sous-ensembles de taille 1, on a à l'évidence le singleton B et le singleton C. D'accord? Donc ici, ça c'était taille 0, ça ici c'est de taille 1. Alors allons-y pour les sous-ensembles de taille 2. Donc on va avoir A avec B, d'accord? On va avoir A avec C, et on va avoir B avec C, d'accord? On n'a pas par exemple A avec B, A avec C, on n'a pas par exemple l'ensemble B avec A, parce que l'ensemble B avec A, on l'a déjà fait ici, hein. Souvenez-vous, ici comme j'ai défini mes sous-ensembles en extension, l'ordre dans lequel je le précise n'a pas d'importance, ok? Donc ça, ce sont mes sous-ensembles de taille 2, et encore une fois, il ne faut pas en oublier un, c'est que dans S, on a un sous-ensemble de taille 3, en l'occurrence S lui-même, d'accord? Donc l'ensemble A, B, C, c'est un sous-ensemble de S, parce que pour être un sous-ensemble, il faut que tous les... Est-ce que ça c'est un sous-ensemble, si on se pose la question? La question c'est, est-ce que tous les éléments de cet ensemble-là sont des éléments de cet ensemble-là? Oui, à l'évidence, c'est bien le cas, d'accord? Bien. Alors, à ce sujet-là, une petite remarque, peut-être que je ne l'ai pas déjà précisé dans les précédentes vidéos. Donc il faut faire attention que, a priori, ça, c'est pas la même chose que ça, d'accord? Donc quand vous faites ici la définition des parties, ne mettez pas le vide dans une paire d'accolades, d'accord? Ça, c'est l'ensemble vide, c'est de taille 0, par définition, ça n'a pas d'éléments. Ça, c'est un ensemble qui contient un autre ensemble, le vide, donc ça, c'est de taille 1, d'accord? Donc à l'évidence, comme ils n'ont pas la même taille, ça ne peut pas du tout être les mêmes ensembles. Ça va? Bien. Ok, super. Petite remarque en plus, donc je vais juste dire que donc quelque chose d'important, ça peut peut-être vous aider si vous êtes tendance à être distrait. Donc si la taille de S est finie, ah, j'écris n'importe quoi. Si la taille de S est finie, fini ça veut dire pas un nombre infini, d'accord, comme celui-ci, il est de taille 3, alors la taille des parties de S, c'est la taille de S, si la taille n de S, donc S il est de taille n, donc si la taille de n, si la taille, oh zut, si la taille de S c'est n et que n c'est fini, alors la taille des parties de S c'est 2 exposant n. D'accord? Par exemple, regardez, ici, j'avais 3 éléments, là, et ici, du coup, j'ai 2 exposant 3, c'est-à-dire 8 éléments. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Ça va? Bien. Ok, super. Allons-y. Bon. A priori, pour les parties, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est pas facile à illustrer les parties d'un ensemble, hein. Il faut juste énumérer de manière combinatoire tous les sous-ensembles de l'ensemble qu'on considérait. D'accord? Alors allons-y du coup avec un autre opérateur. Donc ça va être le complémentaire. Le complémentaire d'un ensemble. D'accord? Alors vous allez voir que les opérateurs qu'on va voir maintenant, en fait, ils vont ressembler très très fort à des opérateurs logiques qu'on a vus dans le premier chapitre. Okay? Donc en fait, le complémentaire d'un ensemble, pour simplifier, c'est tous les éléments qui ne sont pas dans cet ensemble. D'accord? Donc je vais faire un dessin. D'accord? Donc je vais dessiner une patate avec mon ensemble S, ici. Et ça c'est mon ensemble S. Et alors en fait, le complémentaire, ça va être tous les éléments qui ne sont pas dans S. Ça va être tout ce qu'il y a autour. D'accord? Mais si on définit ça de manière
peu rigoureuse comme ce qu'on a fait ici, en fait on a un problème. Par exemple, supposons que S ce soit les entiers. Donc par exemple, j'ai le nombre 1, j'ai le nombre 2, j'ai le nombre 7, etc. Il y en a tout plein ici dedans. À l'évidence, ce qu'on veut dire, ce qu'on sous-entend très certainement quand on veut dire ce qui n'est pas dans S, on a très envie sûrement de dire les nombres qui ne sont pas des entiers. Donc par exemple, pi, par exemple 1 demi. Okay, mais le problème c'est qu'il y a plein d'autres choses qui ne sont pas dans S. Par exemple une vache. Okay, une vache c'est pas un entier, c'est même pas un nombre. Et donc ça c'est des choses qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas commencer à mettre des vaches dans nos ensembles quand on travaille avec des nombres. D'accord ? Raison pour laquelle en fait quand on définit le complémentaire, on va systématiquement définir un autre ensemble autour, qui contient complètement S comme ça. On l'appelle comme on veut, on l'appelle A. Et en général, quand on prend le complémentaire d'un ensemble, on va dire je vais prendre le complémentaire de S dans A. Comme ça. Comme ça, c'est très bien défini. Et donc, pour revenir à l'exemple qu'on avait juste avant, avec les entiers, on peut dire, ok, je vais prendre par exemple le complémentaire des entiers dans les réels. D'accord ? Et comme ça, on aura bien le nombre pi, c'est dans le complémentaire de S, parce que pi n'est pas un entier, mais la vache, par exemple, on ne va pas du tout le mettre dans notre ensemble, parce que la vache n'est pas un nombre réel. D'accord ? Donc essayons du coup maintenant de procéder à une définition formelle. Donc définition. Alors, soit, du coup, on voit que j'ai besoin de deux ensembles, et donc un qui contient l'autre. Donc soit A et S, deux ensembles, tels que S, il est dans A. D'accord ? Alors, le complémentaire de S dans A, qu'on va noter comme ça, donc le complémentaire de S, qu'on prend dans A, d'accord ? C'est défini comment ça ? C'est défini comme, du coup, on va faire ce qu'on avait dit, hein. Donc le complémentaire dans A de S, ça va être l'ensemble des X qui vont être dans A, tel que X, en fait, il n'est pas dans S. Ok ? Donc ça veut dire, ici intuitivement, ça c'est les éléments de A qui ne sont pas dans S. D'accord ? Voilà, voilà. Alors pour info, le dessin avec les patates ici qu'on a fait, on appelle ça un diagramme de Venn. C'est quelque chose de très très courant pour représenter des ensembles. D'accord ? Et donc en rouge ici, du coup je vais noter, en rouge, là, on va avoir le complémentaire dans A de S. Ça va ? Bien, bien, bien. Alors, vous notez que parfois, quand c'est absolument clair qu'on travaille dans un contexte qui est très très défini, on ne va pas utiliser. Donc, quand le contexte est clair, parfois on ne va pas préciser A. D'accord ? Par exemple, si dans le document que vous êtes en train de lire, c'est très clair qu'on travaille avec des nombres, on ne va pas dire par exemple qu'on prend le complémentaire dans les réels. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, pour simplifier la notation, la note autrement. Donc, je vais dire, comment est-ce que je vais dire ça ? Oui, d'accord. Quand le contexte est clair, donc par exemple, quand on a explicitement précisé dans quoi on prenait nos complémentaires, donc si on dit, moi je prends toujours mon complémentaire dans les réels, alors on ne va pas toujours écrire complémentaire R de quelque chose, donc on nommait A, on nommait A, et on note le complémentaire de, S comme, en fait, mais non, imbécile, comme ça, S avec une barre au-dessus. Ça va ? En pratique, dans le cours, vous verrez qu'à chaque fois que je vais travailler ici, en général, je vais chaque fois préciser le complémentaire, parce que bon, c'est un cours pour débutants, donc quand le contexte est clair ou pas, c'est pas toujours facile. En fait, si on regarde au final, pour en revenir et faire un recoupement par rapport à ce qu'on avait vu en logique, en fait, le complémentaire, ça correspond un peu à la négation. On prend ce qui n'est pas dans S. D'accord ? Donc ça vous fait un petit lien. Alors on va continuer comme ça avec d'autres opérateurs, vous allez voir qu'ils vont très fort ressembler à ce qu'on a fait en logique. Donc prenons par exemple l'union. D'accord ? Donc l'union.
Alors l'union d'un ensemble, si je fais le diagramme, c'est quand je suis dans l'un ou dans l'autre. D'accord? Donc si je fais ici un beau diagramme de veine, d'accord? Donc je vais remettre mon A, juste au cas où j'en ai besoin. Alors je vais avoir un ensemble ici S1, je vais avoir un ensemble S2, d'accord? Je les dessine en toute généralité, hein. Peut-être mes ensembles sont pas disjoints, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose ici. Ok, j'en sais rien ça. C'est pour ça que je les ai dessinés avec une partie en commun, parce que peut-être ils ont quelque chose. D'accord? Alors, l'union, en fait, c'est quand on est dans l'un ou dans l'autre. Donc si je fais mon dessin, j'ai tout ça, parce que là je suis dans S1, et j'ai également tout ça. D'accord? Ça va? Donc comme ça, je suis dans l'un ou dans l'autre, et donc l'union, en fait, c'est tout cet ensemble-là. D'accord? En gros, on prend les deux ensembles mis à deux. Ça va? Alors allons-y avec une belle définition, du coup. Alors l'union, donc, soit S1, S2, deux ensembles. Alors, l'union de S1 et S2, qu'on va noter comme S1 avec un espèce de gros U bien large, S2, on appelle ça S1 union S2, c'est défini comme quoi? Alors on va encore utiliser une définition en compréhension, donc S1 union S2, en fait, c'est l'ensemble des X, tel que X, il est dans S1, ou bien X, il est dans S2. D'accord? Donc là, c'est absolument évident que ça correspond au OU, parce que regardez, dans la définition en compréhension, j'ai utilisé un bon gros OU. Ça va? Alors vous remarquez encore une fois ici que le OU qui est là, c'est un OU inclusif, hein, donc c'est très important de prendre la partie commune qui est là ici entre les deux. D'accord? On peut être à la fois dans S1 et dans S2, c'est d'ailleurs exactement pour cette raison-là que j'ai dessiné mes deux ensembles ayant une partie commune. Ça va? Bien, alors on va continuer sur notre lancée avec tous les opérateurs logiques qu'on a vus, hein, que maintenant vous maîtrisez, enfin si vous avez revu votre cours. Alors, le quatrième point, donc nous on a fait ici le OU, ben on va faire la même chose avec le ET, on appelle ça l'intersection. Alors l'intersection de deux ensembles, ben, c'est ce qu'il y a commun aux deux, donc si je fais un beau diagramme de veine ici, ok, donc avec mon bon gros A, donc si je fais un ensemble ici S1, et si j'en fais un autre ici S2, eh ben, l'intersection, c'est ce qui est en commun, donc l'intersection, ça va être cette partie-là. D'accord? Ça, c'est ce qui est commun à S1 et S2. D'accord? Et ce qui est commun, c'est ce qui est à la fois dans S1 et dans S2. Ok? Donc allons-y. Petite définition. Donc, l'intersection de S1 et S2, qu'on note S1 et puis avec un espèce de pont comme ça, S2. Donc on dit S1 intersection S2. C'est défini comme quoi? Alors S1 inter S2, c'est en fait l'ensemble des X tel que X, il est dans S1 et X, il est dans S2. Et ça correspond exactement à ce qu'on a dessiné là. Donc ça, c'est S1 inter S2. Ça va? Alors, remarquez que là, j'ai dessiné mes ensembles en toute généralité. Je vais faire un... Mais peut-être nos ensembles, ils sont pas mis comme ça, d'accord? Donc, je vais juste faire une petite aparté pour qu'est-ce qui se passe si nos ensembles sont pas comme ça. Donc, supposez, par exemple, que nos ensembles, ils soient comme ça. Donc, ils n'ont rien en commun. Donc là, on a S1 et S2, ils sont disjoints. D'accord? Ils sont disjoints parce qu'il n'y a pas de partie commune, c'est la définition de disjoint. Du coup, là-dessus, S1 intersection S2, ça, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien en commun, puisqu'ils sont disjoints. D'accord? Alors, on pourrait aussi avoir un autre cas, où on aurait par exemple quelque chose comme ça. Donc là, je vais avoir S1, et je vais avoir S2 qui est complètement inclus dans S1. Ok? Donc là, on va avoir S2 qui est inclus dans S1. Et bien, à ce moment-là, S1 inter S2, donc souvenez-vous, hein, S1 intersection S2, c'est ce qui est à la fois dans S1 et dans S2, et ben donc là, en fait, on a juste que S2 qui est là. D'accord?
Donc là, dans ce cas-là, si S2 est dans S1, l'intersection entre S1 et S2, c'est tout simplement S2. Ça va? Bien. Ok, super. Alors, un opérateur en plus que parfois on a envie de définir, c'est pour dire ce qui est dans un ensemble mais pas dans un autre. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la différence. Ok? Donc, on veut par exemple dire ce qui est dans le premier ensemble mais pas dans le deuxième. D'accord? Alors, faisons un dessin. D'accord? Donc je vais dessiner un premier ensemble ici, un deuxième ensemble là, et nous, si on réfléchit, donc nous ce qu'on veut décrire, c'est ce qui est dans le premier ensemble, mais pas dans le deuxième. Donc en fait, le diagramme de Venn, ce sera ça. Ici, si je veux définir ce qui est dans un ensemble et pas dans l'autre, ça va être ça. D'accord? C'est cette partie-ci. Bien. Bon, bah alors essayons de définir ça. Donc, du coup, définition. La différence entre S1 et S2, qu'on note S1 moins S2. Alors parfois c'est noté aussi S1 comme ça, c'est noté aussi S1 sauf S2, donc avec l'espèce de barre oblique comme ça. C'est défini comme quoi? Alors S1 moins S2, en fait, donc on a dit, nous on veut dire ce qui est dans S1 mais pas dans S2. Donc ça va être l'ensemble des X, tel que X il va être dans S1 et X il n'est pas dans S2. Ça va? C'est clair ça? Alors une petite remarque, très importante, mais qui peut-être est évidente. Alors, avant les opérateurs qu'on a vus, l'intersection, l'union, c'est des opérateurs qui sont commutatifs, d'accord? Donc S1 intersection S2, c'est la même chose que S2 intersection S1, et pareil pour l'union. Sauf qu'ici, attention, hein, ici, S1 moins S2, c'est pas la même chose que S2 moins S1. Si ici, en bleu, je vais faire S2 moins S1, c'est ça. D'accord? Donc ça ici, c'est S2 moins S1, et ça ici en rouge, ça c'était S1 moins S2. D'accord? Donc c'est pas du tout la même chose, hein. Ça faites attention mes loulous. Bien. Tranquille. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Ah oui, c'est vrai, il y a encore. On n'a pas fait l'équivalent du SWAT. D'accord? Donc allons-y, je sais plus c'est quel numéro, disons le 6. Alors, donc l'équivalent du SWAT, on va appeler ça la différence symétrique. Donc si on veut faire un SWAT, ça veut dire je suis exactement dans l'un des deux, mais pas dans les deux, et donc voilà. Donc si je fais un dessin de mon SWAT, en fait, si je veux dire exactement dans l'un des deux ensemble, si j'ai quelque chose comme ça, alors si je suis ici, je suis pas dans la différence symétrique, parce que là je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Ok? Si je suis ici, je suis pas dans la différence symétrique non plus, parce que je suis à la fois dans l'un et dans l'autre. Ok? Donc la différence symétrique, en fait, ça va être tout ce qui reste, c'est-à-dire ça, ce gros morceau-là, avec ce morceau-là. Ok? Donc ça, c'est la différence symétrique. Ok? Donc essayons de définir ça, du coup. Donc définition. La différence symétrique entre S1 et S2. Alors ça, c'est souvent noté comme ça, avec un triangle, S1 delta L2, S2. Alors c'est défini comment ça? Comme, du coup, S1 delta S2, en fait, c'est égal, donc on a dit que c'était soit dans l'un, soit dans l'autre, donc c'est l'ensemble des X, tel que X, il est dans S1, soit X, il est dans S2. D'accord? Et alors on peut le définir d'autres manières, hein. Ça je veux dire, donc regardez, en fait, on remarque que S1 soit S2, en fait, c'est la même chose que S1 union S2, donc tout cet ensemble-là, donc tout ça, S1 union S2, c'est tout ça, moins ce qu'il y a au milieu, d'accord? Donc moins ce qu'il y a là. Ok? Donc si j'écris ça, en fait, c'est donc S1 union M2, c'est la même chose que S1 union S2, moins, du coup, S1 inter S2.
D'accord? Alors on peut encore le définir d'une autre manière. On peut remarquer en fait que c'est la même chose que ce qui est dans S1 mais pas dans S2, donc c'est la même chose que ça, la différence symétrique, avec ce truc-là. D'accord? Donc en bleu c'est S1 moins S2, et en vert c'est S2 moins S1. D'accord? Et on fait l'union de ces deux choses-là. Donc ça, c'est la même chose du coup que S1 moins S2, union S2 moins S1. Ok? C'est une autre manière de les définir, cette fois-ci en termes ensemblistes. Ça va? Bien, bien. Donc, bah écoutez, moi mes loulous, j'ai plus grand chose à vous dire sur les ensembles. Donc si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu sur les ensembles, alors allons-y. Donc faisons ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc en 1, on a vu ce que c'était qu'un ensemble. C'est-à-dire une collection d'objets distincts. Ok? Alors ensuite, on a vu quoi d'autre? On a vu donc avec ce que c'est qu'un élément, ce que c'est que ce symbole-là. D'accord? Alors ensuite, on a vu ce que c'est qu'un sous-ensemble. D'accord? Et ce que c'est que l'inclusion. L'inclusion. Et donc on a vu aussi ce symbole-là. D'accord? Ensuite, on a vu l'égalité entre deux ensembles. On a vu aussi le concept de taille d'un ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu quelque chose de très important que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a vu les définitions en extension et en compréhension. Et en compréhension. Donc souvenez-vous, ça c'était avec des listes, et ça c'était une propriété commune, partagée par les éléments. Et enfin, en dernier point, on a vu les opérations ensemblistes. Et donc là on en a vu plusieurs, on a vu les parties d'un ensemble, on a vu le complémentaire d'un ensemble, on a vu l'union, on a vu l'intersection, on a vu la différence, on a vu la différence symétrique, et c'est tout. D'accord? Donc voilà. Bien, si vous maîtrisez ça, alors vous êtes paré pour ce brave chapitre sur les ensembles. Donc moi je vous retrouverai du coup la semaine prochaine pour le troisième chapitre du cours qui concerne la logique des prédicats. Allez, un salut!